Bon, on va débuter. Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Un grand merci de vous joindre à nous ce midi. Vous êtes en compagnie de Chantal de Montigny, directrice du créneau Système alimentaire de proximité chez Vivre en Ville. C'est moi qui serai votre hôte aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses au Québec à œuvrer chaque jour pour la transition de nos systèmes alimentaires de proximité. Nous sommes maintenant plus d'une quarantaine de communautés nourricières locales au Québec et plus de 13 systèmes alimentaires territorialisés, soit au palier régional ou à celui des MRC. C'est en augmentation. Dès le départ, j'ai été vraiment impressionnée par le projet de parc agricole métropolitain multifonctionnel de la ville de Contrecœur, qui découle en fait d'une démarche de communauté nourricière comme ça. Je voyais son grand potentiel et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut vous faire découvrir. Le fait que le parc soit multifonctionnel et cherche à répondre à divers enjeux de nature tant sociale, environnementale qu'économique nous confère le pouvoir de contribuer de façon ambitieuse à un milieu de vie plus durable, une de nos priorités chez Vivre en Ville. Cette infrastructure pensée par et pour la communauté et adaptée à son territoire répond entre autres, à une autre de nos priorités vraiment importantes, soit de consolider le système alimentaire local pour plus de résilience, de sécurité, équité et autonomie alimentaire. L'art déployé par ce projet consiste à intégrer plusieurs ambitions dans un même espace, vous allez voir. Le projet de parc agricole multifonctionnel présenté aujourd'hui a pu voir le jour grâce à vraiment plusieurs organisations, plusieurs experts qui se sont réunis pour travailler ensemble. On a convié quelques-uns de ces intervenants aujourd'hui. On ne peut pas tous les avoir avec nous, mais autour d'une discussion pour vous permettre de comprendre leur cheminement et leurs apprentissages, quelques-uns des apprentissages d'un projet en cours, en évolution. Avant de débuter, je vous donne quelques petites consignes. Donc, on va avoir les présentations. Vous pourrez poser des questions au fur et à mesure, mais les questions seront reprises à la fin, après la discussion. Donc, n'hésitez pas à aller en bas du Zoom, dans la bulle, écrit chat et poser d'emblée vos questions. On va les récupérer au fur et à mesure quand même. Et on y reviendra par la suite. Si vous avez des problèmes techniques, c'est indiqué dans les courriels qu'on vous envoie. N'hésitez pas à écrire à événement@commercialvivre-en-ville.org. C'est maintenant avec un grand plaisir que je vous présente mon collègue Pavel Borowski, qui est conseiller en système alimentaire de proximité chez Vivre en Ville et qui a agi comme chargé de projet ici. Il va prendre un premier tour de parole afin d'introduire ce projet qui est quand même assez nouveau au Québec. Et ensuite, on fera la suite. Alors, à toi la parole, Pavel. Alors, je suis ici pour vous parler de qu'est-ce qu'un parc agricole multifonctionnel exactement, pourquoi on pourrait s'y intéresser et qu'est-ce qui le rend attrayant comme outil pour les municipalités. La possibilité de formuler une réponse à ces questions, ça nous a vraiment beaucoup animés dans l'équipe tout au long de cet accompagnement de la ville de Contrecœur. Surtout personnellement, j'ai longtemps été vraiment passionné par les enjeux de l'agriculture de proximité. Mais je n'ai jamais eu, dans mon emploi à vivre en ville, mis à part les dossiers de plaidoyer, vraiment une opportunité d'explorer ça dans le cadre d'un projet. Donc, ça a été, pour ainsi dire, un voyage de découverte là, de cette nouvelle pratique, de ce qui a motivé la ville de Contrecœur à s'engager dans un projet aussi ambitieux et de ce que nous pouvions co-créer ensemble. Pour répondre à cette question plus globalement, formulons tout d'abord la problématique. Au Québec comme ailleurs, la disparition, l'accaparement et la détérioration des terres agricoles sont des enjeux vraiment majeurs. C'est une ressource non renouvelable et pourtant elle subit, surtout en milieu urbain et périurbain, des grandes pressions en lien avec la spéculation, les pratiques agricoles industrielles et bien sûr l'expansion du périmètre urbain. Donc si le phénomène y touche s'il affecte le prix des aliments, il touche vraiment particulièrement les fermes elles-mêmes qui doivent déjà faire face à un grand nombre de défis et de barrières, les aléas climatiques, la perte de biodiversité, la hausse des coûts malgré la perte de revenus, la concurrence étrangère, la consolidation du marché. On pourrait aussi beaucoup penser aux défis de main-d'œuvre, au vieillissement de la population,
et à la détresse des agriculteurs, pour n'en nommer quelques-uns. Donc, ces facteurs-là contribuent à une précarité pour le milieu qui est assez préoccupante et à une flambée du prix à l'hectare d'une terre cultivable au Québec. Pourquoi les acteurs à l'échelle régionale et locale pourraient s'intéresser à un parc agricole? Ben parce qu'ils ont un rôle à jouer pour soutenir le milieu agricole dans cette problématique. Directement ou indirectement, leurs champs d'action peuvent contribuer à favoriser l'agriculture de proximité. Plusieurs compétences peuvent pousser les paliers locaux du gouvernement et leurs partenaires en santé publique, en développement local, économique, à collaborer dans un tel projet pour les MRC qui doivent satisfaire les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, c'est l'occasion de démontrer leur engagement à la protection du territoire agricole et à sa contribution à l'intégrité écologique et à la résilience climatique régionale. Pour les municipalités, l'alimentation est déjà au sein, c'est vraiment un élément central de leur champ d'action. Une mesure structurante comme un parc agricole, ça peut être arrimé avec beaucoup d'actions en développement communautaire, économique, en infrastructure civile, services aux citoyens et en réglementation diverses. Et un autre groupe d'acteurs, c'est les démarches nourricières locales, souvent portées par les municipalités, mais en collaboration avec la société civile. Donc, une communauté nourricière, c'est quoi? C'est un milieu de vie qui rassemble des acteurs engagés vers une volonté commune, c'est-à-dire de tendre vers un système alimentaire durable, local et résilient, de contribuer à une meilleure autonomie alimentaire au Québec et de garantir l'accès à une saine alimentation à tous ses résidents à tout temps. Donc, on découvrira sous peu l'importance de la démarche nourricière dans le cas de Contrecœur. On arrive donc à ce fameux parc agricole. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, avant l'arrivée de Vivre en ville, dans le projet Contrecœur-Bois, qui s'échelonne sur de nombreuses années, il y avait déjà eu des travaux de défrichage entamés par le Centre d'innovation sociale en agriculture, qui nous légua une définition d'un parc agricole que je vous partage. Donc, un parc agricole, c'est un outil de planification et d'aménagement du territoire qui vise la protection et la préservation des terres agricoles en milieu urbain et périurbain pour un usage collectif et à des fins collectives. Il a pour but d'assurer une fonction de production avant tout, à laquelle peuvent s'ajouter d'autres fonctions agroalimentaires, mais également sociales et environnementales. Donc, on en retient qu'il s'agit d'un élément dans l'arsenal des municipalités, ayant pour but la pérennisation de l'accès à la terre pour le milieu agricole, ainsi que diverses autres retombées là, pour la population et l'écosystème régional. Le parc agricole peut jouer là où les fonctions qu'on lui assigne et les possibilités de permutation sont vraiment infinies. Chaque parc est à l'image de la collectivité et de la région qu'il dessert. Nos intervenants vont parler de l'approche et des lunettes qu'on peut employer pour décider quelles fonctions sont à prioriser dans un contexte donné. Mais ce qu'on veut retenir de cette illustration-là, c'est qu'il faut avant tout faire vivre les fonctions agricoles. Déjà, rendre la production et la transformation alimentaire, ça présente beaucoup de défis de pérennité. Donc, il faut, en temps normal, déjà penser à la fonction prioritaire et à la faire vivre avec les ressources nécessaires. Au-delà de sa formule de base, un parc loué à des agriculteurs locaux, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de concret? Ben, on peut avoir une composante de motel agricole, c'est-à-dire une structure qui réunit plusieurs locataires agricoles, qui met à disposition des infrastructures et ou de l'équipement de production partagé ou mutualisé, comme on dit, afin d'en minimiser le coût pour chaque entreprise ou projet. Autre concept lié, c'est la fiducie d'utilité sociale agroécologique. Ça, c'est un nouvel outil juridique super innovant au Québec visant à protéger à perpétuité la vocation agricole d'une terre, en sortant le foncier du marché spéculatif et en limitant l'usage, de nouveau à perpétuité, à des pratiques agricoles respectueuses des sols et du vivant. On peut également entendre parler de parc d'innovation agricole, moins un mécanisme de protection. Il s'agit plutôt tout simplement d'un espace dédié à la recherche et au développement de technologies et de pratiques novatrices dans le domaine de l'agriculture, souvent par le biais là, de collaboration entre entreprises et institutions académiques. Et puis, il y a souvent de la formation pour les membres de la relève sur le site également. Et un parc agricole, concrètement, c'est aussi un parc pour sa population.
On peut parler d'un tel projet uniquement du point de vue de la production, de la protection des terres et des services aux agriculteurs, mais son potentiel s'articule également à travers sa nature de parc dans le sens classique du terme, c'est-à-dire un lieu de rencontre et de fréquentation ouvert au public et un espace vert. Est-ce qu'il y en a au Québec? Oui. Mais le nombre et la distribution des parcs actuels rappellent que la pérennité de l'agriculture québécoise a longtemps été prise pour acquise. Trop peu de mécanismes ont été mis en place pour favoriser la protection des terres agricoles et à présent, on joue du rattrapage. En l'espace de moins de 10 ans, on voit pas moins de 5 parcs qui sont nés au Québec. On voit sur cette carte les parcs de la région du Grand Montréal. Celui de Bois-de-Boulogne, lui, c'est vraiment un parc visionnaire fondé il y a plus de 30 ans, si ma mémoire me sert. Mais le reste sont nouveaux, à la phase de conception ou en déploiement progressif. Comment naissent ces parcs? Ben, leurs promoteurs, généralement entourés là, de partenaires sectoriels puis des gens du milieu agricole, ils vont prendre le soin de bien réfléchir et clarifier 3 composantes centrales qui à la fois nourrissent et sont au service d'une vision globale pour un parc agricole. C'est sur quoi Vivre en ville a accompagné la ville de Contrecœur. Donc, il y a les opérations et le fonctionnement, ce qui se passe sur le site, là, et c'est quoi les services qui sont offerts aux locataires agricoles. L'aménagement, donc qu'est-ce qu'il y a sur le site, les chemins, les barrières physiques, les cours d'eau, les équipements, et le modèle de gouvernance, comment les décisions sont prises, par qui, selon quelles règles, et surtout comment participent les acteurs qui sont concernés. Et je vais vous parler aussi d'enjeux. Donc, qu'est-ce qu'il y a en jeu dans l'élaboration d'un parc agricole multifonctionnel? Ça va dépendre vraiment du projet et du contexte, mais mon regard à moi, après avoir coordonné notre collaboration au projet, ça inclut les suivants. Ce n'est pas une liste exhaustive. Tout d'abord et avant tout, la cohabitation des usages, des modes de culture entre utilisateurs agricoles et utilisateurs externes comme la population, les acheteurs, entre agriculture et conservation. On a entre autres le fait que le parc veut satisfaire des besoins hyper locaux du système alimentaire, mais également jouer un rôle à une plus large échelle. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des conditions favorables pour l'établissement des entreprises et à ce que les aliments soient commercialisés localement? Est-ce que le parc agricole aura l'impact qu'on désire sur le système alimentaire? Autre enjeu, c'est la pérennité certes financière, mais aussi la pérennité de la mission, de la cohérence entre l'intention du projet et les actions qu'on porte, et aussi la clarté identitaire. Et finalement, l'accessibilité physique et économique, ainsi que l'inclusion des acteurs, différents acteurs et l'équité dans les opérations et dans la gouvernance. Donc, à part la primauté de la fonction agricole que j'ai mentionnée avant, c'est quoi les autres ingrédients qu'on doit réunir pour réussir le déploiement d'un parc? On a l'équilibre entre la rentabilité, dans la rentabilité, dans celle du projet, là, au niveau des dépenses et des entrées d'argent, mais aussi des fermes qui exploitent le site. L'accès à des canaux de mise en marché pour les producteurs afin d'écouler leurs produits, un critère clé qui va les inciter à venir s'installer dans le parc. Une gouvernance qui est adaptée aux réalités du territoire et aux relations en place, ainsi qu'une adhésion au projet par la communauté, par le milieu agricole, qui est grandement facilitée par un processus de co-création et finalement des mesures concrètes auxquelles on va revenir dans les prochaines diapos de nos partenaires pour assurer l'accessibilité. Et on veut surtout mettre l'emphase sur la dimension physique comme économique. Donc, on va parler d'aménagement, on va parler du facteur nourricier, etc. Donc, merci de m'avoir écouté. Je repasse la parole à Chantal. Un grand merci, Pavel, pour cette excellente mise en bouche. Maintenant que le mot parc agricole et son intérêt résonnent un petit peu plus dans nos têtes, la suite de la discussion va nous permettre d'approfondir comment le parc est ancré vraiment dans son territoire, quels processus sont importants de façon précise et quelles sont les conditions afin de soutenir la viabilité du projet.
Tout d'abord, ce serait important que je vous présente nos intervenants qui vont s'exprimer à tour de rôle sur différents aspects du projet. Alors, en premier, on débutera avec Laurie Pagé, qui est présidente d'Entre l'assiette et nous. C'est beaucoup investi dans la mobilisation pour développer la communauté nourricière dès le départ à Contrecœur et elle contribue en ce moment à la mise en œuvre du PDCN. Elle est au cœur des maillages entre la communauté, l'alimentation, le parc, etc. Ensuite, Joël Boisclair, Roberge, sera avec nous. Il est conseiller en environnement et adaptation au changement climatique à la ville de Contrecœur. Il contribue à l'amélioration du milieu de vie avec des préoccupations d'aménagement responsable et durable du territoire. C'est un des visionnaires derrière le projet de parc agricole. Ensuite, Valérie Hébaché, qui est urbaniste et coordonnatrice en aménagement du territoire et urbanisme chez Vivre en Ville. Elle sera avec nous pour nous, elle a pris part importante en fait au projet et elle va porter la lunette de l'aménagement pour traduire et faire converger les besoins et les priorités des différentes parties prenantes, incluant les citoyens, à travers un portrait diagnostique urbanistique et un concept d'aménagement qui va être représentatif de la réalité et de ce que les gens désirent. Donc, elle vous expliquera ça en long et en large tantôt. Et ensuite, Florence Roy-Allard, qui est co-coordonnatrice du Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux. Elle est en remplacement aujourd'hui de sa collègue Laurence Deschamps-Léger, qui est malheureusement malade. Donc, merci Florence d'être avec nous aujourd'hui, comme ça, à la dernière minute. Le Forum SAT, c'est un allié au provincial pour les travaux locaux, comme ce qu'on va présenter aujourd'hui. Euh, donc, Florence viendra placer le projet de parc agricole multifonctionnel métropolitain dans son contexte plus large et présenter des conditions afin de soutenir sa viabilité. On va maintenant, dès maintenant, commencer par écouter Laurie, qui va nous parler du fameux ancrage du projet au territoire et aux personnes qui l'habitent. Alors, à toi la parole, Laurie. Merci Chantal. Oui, donc effectivement, le projet de parc agricole de Contrecœur s'inscrit dans le cadre de son PDCN, donc de son plan de développement de la communauté nourricière que la ville a adopté en 2023. Euh, Puis c'est d'abord et avant tout une piste d'action qui est comme fondatrice, qui nomme explicitement le type de projet. Donc, on a une piste d'action qui indique mettre à disposition les terrains municipaux pour des productions nourricières. Euh, donc, l'idée part de cette piste d'action-là. Mais en réalité, le projet, il est plus large. Il va s'ancrer dans le PDCN à tout plein de niveaux. C'est vraiment un projet qui est holistique. Donc, quand on fait quand je préparais pour le webinaire d'aujourd'hui, je refaisais le tour là, de notre plan d'action, puis d'aller surligner finalement où est-ce que il y a des éléments qui peuvent être répondus par le parc agricole. Ben, il y en a vraiment beaucoup. Il y a 20 pistes d'action qui sont, je dirais, complémentaires, qui peuvent prendre vie dans le cadre du projet. Soit parce que c'est une composante du parc agricole, soit parce que c'est des activités qu'on peut tenir dans l'espace du parc agricole, surtout dans la section là, citoyenne qu'on va vous expliquer, dans la programmation, via les services qu'on offre aux agriculteurs. Donc, je vous ai mis ici là, quelques exemples. On a 4 orientations dans le PDCN. Nous, on a l'orientation 1 qui est vraiment autour de la gouvernance alimentaire inclusive. Mais là-dedans, on a une piste d'action qui est d'inclure les partenaires, les citoyens dans les réflexions, les décisions, les actions. Mais c'est sûr que dans la démarche qu'on a fait cette année, dans la dernière année avec Vivre en Ville, on a eu 2 consultations publiques auxquelles ont participé au-dessus de 100 personnes. Pour notre communauté là, de 10 000 habitants, là, pour ceux qui savent, qui connaissent moins Contrecœur. Puis notamment, on parlait de gouvernance, puis c'est très, très clair qu'on veut inclure les parties prenantes, les citoyens dans le modèle de gouvernance. L'orientation 2, renouer avec un territoire nourricier, bien là, évidemment, c'est là qu'on retrouve notre piste d'action fondatrice, mais on a aussi d'autres pistes d'action comme informer la relève agricole sur les ressources financières et techniques disponibles. Bien, ça peut très bien se faire via les services qu'on offre aux producteurs qui s'installent sur le terrain du parc agricole. L'orientation 3, c'est développer une culture alimentaire locale.
Encore là, plein de possibilités, plein de pistes d'action, notamment offrir un soutien technique et des ateliers de jardinage auprès des jeunes et des personnes vulnérables. On a déjà des producteurs qui sont installés sur le parc agricole qui offrent des projets avec la communauté, qui accueillent des jeunes sur leur parcelle à eux, qui leur donnent des conseils, un peu de formation finalement sur l'agriculture. Puis c'est quelque chose qu'on veut continuer de voir se réaliser dans la programmation du parc agricole. L'orientation 4, développer une solidarité nourricière. On parle d'ateliers de cuisine, de mutualisation d'équipements, mais aussi de mettre en place peut-être une initiative de coupons nourriciers ou de tarification sociale, notamment à travers peut-être un kiosque de vente là, en libre service. Fait que ce sont des exemples, je ne dis pas qu'ils sont tous réalisés en ce moment, mais c'est toutes des choses sur lesquelles on pense, puis qu'on regarde notre PDCN avec cette lunette-là en se disant bien, comment on peut finalement réussir à cocher un maximum de pistes d'action de notre PDCN à travers ce projet-là très, très structurant. On a aussi 9 pistes d'action que j'ai comme qualifiées de périphériques. C'est pas très directement en lien, c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement voir concrètement sur le terrain, mais qui vont définitivement être facilitées par le projet. Beaucoup, je vous dirais, des pistes d'action qui sont en lien avec du maillage qu'on veut réaliser entre différents acteurs de notre communauté nourricière. Et aussi en termes d'augmenter la diversité de l'offre alimentaire, par exemple. Donc, je vous ai mis 2 petits exemples. Là, ici, on a une piste d'action sur augmenter la part de produits locaux dans les épiceries. Mais c'est sûr que si on augmente la production locale, ça risque d'être plus facilitant pour les épiceries de de mettre ces produits-là en valeur. Puis créer des occasions de maillage entre les producteurs et les institutions, par exemple. Encore là, c'est plus facile pour notre CPE ou notre CHSLD de commander des produits locaux auprès des producteurs si on augmente le nombre de producteurs qui sont là, puis qu'on peut faciliter des occasions de mariage. Donc, ça fait un peu le tour sur comment ça s'ancre dans notre PDCN à nous. Valérie, tu peux peut-être passer à la deuxième diapositive. Merci beaucoup. Dans le fond, c'est aussi fortement influencé là, par toutes les valeurs qu'on avait déjà déterminées dans notre PDCN. Le PDCN, il découle d'un an et demi de consultation publique également. Puis dans les valeurs du PDCN, qui ont été finalement nommées comme étant des valeurs prioritaires pour nos citoyens, je ne vous les lirai pas toutes, vous les voyez à l'écran, mais rapidement, on voit très bien comment le projet de parc agricole peut s'insérer. Quand on parle de reconnexion avec une agriculture nourricière accessible, la production locale, c'est exactement ce qu'on vient faire avec le projet de parc agricole. De durabilité, qualité de l'environnement, c'est des préoccupations qu'on a énormément d'avoir le parc agricole un peu comme une vitrine de bonnes pratiques, de pratiques exemplaires. Donc, on vient répondre aussi on s'insère dans ces valeurs-là. Solidarité, échange, la proximité, l'ancrage au territoire, la transparence, évidemment. Donc, c'est ce qu'on a fait dans la dernière année avec Vivre en Ville dans le processus de développement, finalement, du projet. Puis c'est ce qu'on veut continuer de faire avec notre population, puis avec un modèle de gouvernance là, qui est cohérent avec les valeurs du PDCN. Inclusion des communautés culturelles, le deuxième producteur à s'être installé sur le projet de parc agricole, c'est un nouvel arrivant de notre communauté qui disait, ben moi, je veux cultiver des produits, des légumes africains parce qu'on a une forte communauté africaine à Contrecœur. Donc, il voulait pouvoir offrir ces produits-là aux citoyens de Contrecœur, notamment à nos communautés de nouveaux arrivants. Donc, le projet peut définitivement répondre également là, à cette valeur-là. Donc, ça vous donne une petite idée là, de à quel point on ancre vraiment le projet de parc agricole à tous les niveaux, autant au niveau des valeurs qu'on s'est doté que des pistes d'action, des différentes pistes d'action qu'on a dans le PDCN. On va pouvoir arrêter le partage d'écran. Un autre élément que je trouvais vraiment essentiel de vous partager, en fait, c'est que le processus de développement du projet de parc agricole, c'est un processus qui est organique, qui est flexible. On favorise l'ouverture, on favorise la confiance. On n'est pas très
euh, j'ai perdu mon mot, mais très cadré. Mais c'est pas vraiment le bon mot que je veux utiliser, là, mais dans le sens où est-ce que, par exemple, on a un comité de gouvernance du PDCN. Dans ce comité-là, il y a des gens qui ont levé la main, qui ont dit, moi, je veux m'impliquer sur le projet de parc agricole. Au fur et à mesure qu'on en parle, parce que depuis 2023 qu'on fait des étapes dans ce projet-là, ben, il y a des gens qui nous disent, ah ben moi, ça m'intéresse de m'impliquer aussi. Ah, je trouve ça intéressant comme projet. Ah, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider sur tel ou tel aspect. Bien, ce comité-là, il n'est pas fermé. On est toujours ouvert à des nouvelles personnes. On est rendu avec un comité élargi pour le parc agricole de 27 intervenants, je pense, à la dernière rencontre. Puis c'est vraiment essentiel de réunir un maximum d'acteurs qui vont pouvoir, nous partager leur expertise parce que ben Joël pourra vous en parler, mais à la ville, c'est pas nécessairement dans leur bagage d'expertise d'avoir des connaissances sur tous les petits aspects de l'agriculture qui sont très, très essentiels, mais aussi d'avoir les liens avec les organismes et tout ça. Euh, Puis c'est aussi pour favoriser en fait l'acceptabilité sociale du projet, c'est de réussir à inclure un maximum de gens, puis que tout le monde puissent sentir en fait qu'ils ont leur place. Ensuite, libre à eux de la prendre ou pas, mais d'offrir des activités de consultation publique, c'était de faire comprendre aux citoyens, de faire comprendre aux agriculteurs ou à des agriculteurs potentiels qui aimeraient peut-être venir s'installer, qu'ils ont un peu leur mot à dire finalement. C'est sûr qu'il y a des décisions, des contraintes qui nous imposent certains choix, mais il y a tellement beaucoup de place finalement à développer. Pavel l'a très bien expliqué tantôt, c'est un concept qui est quand même relativement nouveau aussi, là. Donc, c'est une belle page blanche qu'on peut écrire tout le monde ensemble. On a expérimenté une collaboration ville-agriculteur, puis aussi une cohabitation avec l'ajout graduel de projets pilotes. Je vous disais, on a commencé en 2023 à faire des petites étapes. En 2023, on avait l'agriculteur qui louait déjà la parcelle depuis plusieurs années à la ville, qui est en grande culture. Puis là, en 2023, on est venu ajouter un producteur maraîcher de proximité. Voir comment la collaboration entre la ville et ce producteur-là peut se faire, puis comment la cohabitation avec la grande culture peut se faire. Puis là, l'an 2, il y a un deuxième producteur qui s'est rajouté. L'an 3, on est rendu avec 4 producteurs sur le terrain. Tranquillement, on rajoute des petits morceaux, puis on voit comment tout ça peut cohabiter et collaborer ensemble. Euh, c'est important que le projet profite au plus grand nombre pour qu'il soit générateur d'impact positif, de richesse, d'opportunités. Puis quand je dis le plus grand nombre, ben, c'est le plus grand nombre d'agriculteurs, mais c'est le plus grand nombre de citoyens, de consommateurs, le plus grand nombre d'organismes, d'institutions, de commerce. Donc, c'est pour ça qu'on tient à intégrer autant de pistes d'action de notre PDCN dans le parc agricole ou, à l'inverse, d'utiliser le parc agricole comme un outil pour réaliser ces pistes d'action-là. Donc, je pense que c'est une prémisse qui est essentielle là, à un projet multifonctionnel. Ça demande de la collaboration, puis ça demande de réfléchir toujours au plus grand nombre possible. La mobilisation d'un ensemble d'acteurs, la consultation citoyenne, c'est sûr que c'est exigeant de le faire, mais c'est essentiel pour favoriser l'acceptabilité sociale, comme je le disais. On a parlé là, qu'il y avait eu un travail avec le CISA en 2024. Même avant ça, on avait fait une rencontre d'information. On a fait la journée de co-construction avec le CISA qui servait un peu à mettre les bases d'un projet qui n'existait pas encore, à l'exception là, de quelques projets en développement dont on pouvait s'inspirer, mais sans plus. Euh, Puis là, on avait comme la constatation que, OK, ben, c'est une page blanche. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Puis là, avec une subvention du MAPAC, on a réussi à aller réunir les expertises donc de Vivre en Ville entre la CET et nous, l'ITAQ et Groupe Conseil UDA. On a aussi formé un comité élargi dans la dernière année. Ah, j'ai retrouvé mon petit chiffre, on était rendu 28. Donc, expertise professionnelle d'une variété d'acteurs, différents milieux. Là, on avait des gens de l'UPA, du C3S, des agriculteurs, des citoyens, des organismes. C'était vraiment très, très, très diversifié. Et les 2 consultations publiques qui ont attiré donc, comme je disais, environ 100 participants. Là, on est vraiment venu préciser les besoins et les attentes de la population et des autres parties prenantes, parce que même dans les consultations publiques, là, on avait beaucoup d'agriculteurs et d'organismes. Euh,
Quand on avait rédigé le PDCN, c'était aussi suite à des consultations publiques, fait qu'on avait déjà identifié le besoin du parc agricole. Donc, ça, on l'a pas refait. C'était déjà fait avec le PDCN. Donc, ces consultations-ci, c'était vraiment pour aller davantage dans le détail de ce qu'on souhaite trouver, de la forme que ça doit prendre, du modèle de gouvernance qui est souhaité, etc. C'est un exercice qui est axé sur la transparence pour désamorcer les inquiétudes parce que on peut se faire dire ben, pourquoi c'est une municipalité qui gère de l'agriculture. On peut se faire dire, nous, dans notre contexte, on a le port de Montréal qui arrive. Donc là, il y avait tout un questionnement autour de ça. On peut se faire dire, OK, mais là, vous allez mettre dehors un agriculteur pour amener d'autres agriculteurs. Est-ce que vous allez enlever de l'espace agricole pour des citoyens alors que c'est une terre qui est zonée agricole? Donc, désamorcer toutes ces inquiétudes-là, d'adresser les réticences, d'entendre c'est quoi les zones floues qui restent à éclaircir aussi pour les gens pour pouvoir orienter nos prochaines communications. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on a fait là, dans le cadre de la dernière année, puis qui a été vraiment favorisé par le fait qu'on a mobilisé notre communauté autour de ce projet-là, qui est très, très porteur. Ça fait pas mal le tour pour moi. C'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Laurie, d'avoir partagé avec nous toute ton expérience là, de plusieurs années. Dans le fond, tu nous permets de mieux comprendre d'où vient le projet puis l'esprit derrière ce projet-là aussi, qui est quand même important. Ce que tu viens de partager, ça met très bien la table pour notre prochain intervenant, Joël, qui va nous expliquer de façon encore plus précise les différentes considérations qui ont été nécessaires pour le concrétiser, le parc, pour que ce soit multifonctionnel. On va parler du site comme tel, de façon très technique, du modèle de gestion, de sa multifonctionnalité, puis des apprentissages à travers ça. Je vous rappelle que vous pouvez poursuivre en tout temps d'écrire vos questions. On les garde pour la fin des présentations pour discuter après avec tout le monde. Alors, sans plus tarder, je laisserai la parole, Joël. Merci Chantal. Merci Laurie aussi d'avoir si bien mis la table, également Pavel. Je vais essayer de partager mon écran comme ce qu'on s'est pratiqué. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est parfait. Super. Je vais brièvement essayer de faire le switch. Ça marche? Oui. Ah, super. Bon, ben parfait. Ben, merci tout le monde d'être là aujourd'hui à cette rencontre pour le parc agricole de Contrecœur. C'est un projet qui nous tient bien à cœur, là, qui est assez novateur. Mais d'abord, on voulait vous présenter le processus qui a mené à ça, mais aussi de quoi qu'on parle quand on parle du parc agricole. Ça a été mentionné tout à l'heure qu'il y avait des terres qui appartenaient à la ville. Ça fait plus de 30 ans, en fait, que ces terres-là étaient achetées, puis initialement consacrées à un projet de spéculation immobilière, donc qui ne s'est pas concrétisé, heureusement. Et la ville de Contrecœur, étant propriétaire de ce site-là depuis toutes ces décennies, n'a pas nécessairement fait ses devoirs en termes agricoles auparavant et a fait une location annuelle d'année en année à un producteur de grande culture qui est revenu avec sa monoculture qui est nourricière, toutefois qui ne correspondait pas à des objectifs que les élus s'étaient fixés au courant de l'élection, pas précédente, l'autre. Même l'autre d'avant, en fait, il y avait déjà des vues sur qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce site-là. Et initialement, en 2017, il y a eu des consultations pour un plan d'action en développement durable. Et déjà à ce moment-là, il y avait des élus et des citoyens qui avaient levé la main pour dire, hey, on pourrait faire quelque chose de spécial avec ce site-là. Donc, moi, depuis que je suis arrivé à la ville de Contrecœur, on parle de ce site agricole-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Oh, des problèmes de courant ici, excusez. Ça se peut que ça réarrive pendant la présentation. Donc, bref, pour faire ça simple, comme je disais, il y avait des vues de faire quelque chose de productif avec ce site-là et de différent. Laurie a bien mis la table suite à la consultation de la population. Ça l'a éclairci quel rôle ce site-là pouvait avoir en correspondant à différentes actions du plan de développement de la communauté nourricière. Donc, on parle d'un site
de 86 hectares en milieu agricole totalement, dont environ une soixantaine d'hectares sont en culture, en pleine culture. Il y a des friches et des boisés qui constituent le reste des 26 hectares, dont une bonne superficie qui a été plantée suite à un investissement avec le port de Montréal pour créer des corridors fauniques et des bandes riveraines élargies sur le site. Euh, donc, sur ces 60 hectares-là, il y en a 4 qui sont en ce moment, suite à l'ajout des fermes au courant des dernières années, qui sont dédiées à autre chose que la grande culture. 4 hectares environ pour de l'agriculture maraîchère, mais aussi de l'apiculture. Euh, on prévoit plusieurs aménagements agricoles pour ce projet-là. Euh, pour rendre le site plus productif, la priorité, c'est le drainage des terres et le nivellement des terres aussi. Si vous pouvez voir un peu en détail là, la photo de Google que j'ai mis en arrière dans ma slide, vous pouvez voir que comparativement au champ à côté, ce site-là, il manque un petit peu d'amour, là. Il y a beaucoup de calvettes qui rendent des zones humides impropres à la culture là, productive moderne. Donc, ça, c'est la priorité dans l'aménagement du site. Ça va être d'aller travailler les particularités de la microtopographie pour créer des bassins d'irrigation, mais aussi pour réaplanir puis améliorer les cultures, toujours en ayant une vue sur l'agroécologie, en essayant de mettre pas tous nos œufs dans le même panier de l'agriculture plus moderne, mais d'y aller avec quelque chose de plus agroécologique en fonction des zones qui vont être déterminées pour les cultures. Euh, on a parlé du groupe UDA tout à l'heure comme partenaire qui nous a été très utile au niveau agronomique et agroforestier pour faire des tests en 2025 pour, avec des profils de sol, définir les caractéristiques agronomiques des sols, mais aussi un portrait de la topographie du site pour nous indiquer c'est quoi les aménagements qui sont à faire que j'ai nommés précédemment, là. Euh, bon, Pavel, il a bien mis la table tout à l'heure à parler des différents types de modèles de gestion d'un parc agricole. Qu'est-ce qu'on fait depuis quelques années? On loue à des producteurs avec des baux directement là, entre partenaires. Donc, ça se rangerait plus dans un modèle de motel agricole, ce qu'on fait depuis le début du projet. Parce que Contrecœur agit comme propriétaire et choisit les producteurs qui sont volontaires et qui ont un projet concret là, pour pouvoir produire. Euh, Tout à l'heure, L'Oréal a mentionné que c'est depuis 2023 qu'il y a des cultures. On avait une ferme maraîchère la première année qui a voulu s'installer avec un petit lot dans l'avant de la terre. Puis en 2024, le projet s'est agrandi avec une deuxième ferme. Et en 2025, un nouveau producteur, mais un apiculteur, producteur de miel, là, qui s'est installé sur le site. Ce qui a attiré les producteurs initialement, c'est le fait que nos baux agricoles ont un loyer assez bas comparativement au prix du marché. Et aussi, on a pu amorcer les discussions cette année suite à leur demande dans les consultations, mais aussi dans les comités qu'on a eus pour le parc agricole, de déterminer des termes beaucoup plus longs pour les baux. Donc, on a accédé à leur demande et dès cette année, il y a des baux plus long terme qui vont se mettre en place pour faciliter, entre autres, le financement là, des projets. Donc, comme je disais tout à l'heure, un total de 4 entreprises agricoles qui sont installées sur le site en ce moment. Il y en a plusieurs autres qui pourraient être contenues sur le site. Comme je parlais, 60 hectares en culture. Ça peut être une grosse ferme. De nos jours, 60 hectares, c'est rien dans la grande culture, mais pour les projets de petit bétail, de maraîchage et autres, c'est une surface qui est correcte, là, qui est pertinente pour partir une multitude de petits projets sur le site. Euh, on est donc à la recherche de producteurs qui veulent s'implanter dans un milieu où les terres sont en location, puis avec des valeurs de partage, d'entraide, puis de mutualisation des outils, parce que c'est essentiel dans le cadre du projet, comme ce qui s'est dégagé dans les sondages pour le PDCN, mais aussi les consultations qu'on a eues avec le parc agricole, comme des valeurs que la population veut accorder à ce site-là.
On a parlé des différents modèles. Notre modèle on veut accorder à ce site-là, c'est un modèle plus hybride qui réunit des aspects de parc, mais des aspects aussi je cherche mes mots, d'implanter une FUSA, mais des aspects plus coopératifs pour le site. Bon, la FUSA, c'est pour le sortir de la boucle de la spéculation foncière puis pour pérenniser la fonction agricole. Ça, c'était un message clair lorsqu'on a, on a consulté la population de quelque chose que les gens voulaient, mais également pour mettre les bases pour une gouvernance plus mutuelle et en accord équitable aussi, euh, au travers potentiellement d'une coopérative de solidarité. C'est un modèle qui semble prometteur dans notre projet, dans un cadre de gouvernance démocratique, avec une démocratie saine, inclusive, avec les entreprises productrices en avant-plan dans les décisions, mais aussi avec, en bon québécois, une main sur le volant de la ville et des citoyens comme soutien au projet. Les coopératives de solidarité, ce qui est plaisant, c'est qu'ils seraient maîtres de leur propre fonctionnement. Donc, ils pourraient déterminer les meilleures méthodes pour améliorer la productivité puis le fonctionnement du projet sur le site, sans avoir à se soucier de d'autres particularités comme le maintien de la mission du parc agricole, ce qui serait sous la responsabilité d'une fiducie. Je vais passer à la prochaine slide. Parfait. Le parc agricole, c'est un projet qui a été développé avec Vivre en Ville, mais d'autres partenaires, entre la CETENU, Groupe UDA et aussi un comité élargi de plus d'une vingtaine, Laurie mentionnait tantôt, 28 participants, qui sont des fois plusieurs participants par partenaire. Le comité élargi, c'est l'UPA, des producteurs agricoles du site, mais aussi d'ailleurs, des producteurs du coin qui sont voisins, mais aussi des producteurs potentiels qui voudraient s'intégrer au projet. La MRC, évidemment, nous a appuyé tout le long du projet. Le MAPAC a été d'une grande aide. Le CREM, le Port de Montréal, le Centre d'action bénévole, le CIS, Nature Action Québec, les entrepreneurs locaux en agriculture, mais aussi autres, la Corporation récréotouristique locale, et entre la CTNU, Vivre en Ville, ITAC, je les ai nommés tout à l'heure. Avec eux, on a fait 4 rencontres avec le public, dont la rencontre d'information initiale. Puis il y en a 3 qui ont été avec des ateliers. Là, j'ai inclus là-dedans l'atelier avec le comité élargi. C'est pour ça que Laurel a parlé de 2 tout à l'heure. Entre 2023 et 2026, on a eu le temps de ramasser beaucoup de commentaires, beaucoup de suggestions. On est toujours à l'écoute des suggestions. D'ailleurs, on a un portail ouvert sur le site web de la ville. Les gens de n'importe où peuvent faire valoir leur opinion sur ce projet-là. On veut qu'il soit un beau portrait de ce que la population veut. Mais aussi, on est très à l'écoute des suggestions parce que des fois, les gens, ils voient des choses qu'on n'a pas vues avec des écueils à voir sur le chemin ou autre, des opportunités de faire des synergies, du maillage et tout. Puis ça a vraiment été une force du projet. Dès le départ, on s'est ouvert, on a été à l'écoute, on a vraiment essayé de montrer à la population qu'on voulait que ce soit participatif, qu'on voulait partir de la base pour monter vers un projet concret. Et pour ça, il a fallu lui présenter le projet comme un tableau blanc initialement. Ce qui, au travers des consultations, est un petit peu difficile, je dois avouer. C'est un challenge de vraiment expliquer aux gens qu'on a une idée de ce que le projet pourrait être, puis on veut leur présenter, mais on veut être à l'écoute également, puis qu'on est prêt à prendre les suggestions, puis les critiques pour pouvoir retravailler le projet. Fait que cette incertitude-là apparente de c'est quoi le résultat final peut être vu comme un challenge là, vraiment important dans ce type de projet-là. Euh, donc, ces consultations-là, le fait d'être à l'écoute des citoyens a quand même permis de déterminer des piliers, 3 piliers que je rappelle souvent aux gens parce que c'est les choses qui sont revenues le plus souvent dans mon écoute des gens, dans les événements, dans les rencontres que j'ai faites pour le projet, les producteurs sur le site. Puis ces 3 piliers-là, je vais les nommer en ordre, puis l'ordre a une importance aussi, parce qu'ils sont hiérarchisés, ces piliers-là. Euh, donc, premièrement, on veut que ce soit un milieu qui soit rentable économiquement pour les entrepreneurs qui viennent s'installer.
On veut que les entreprises aient de la vitalité. C'est un site agricole, nourricier, mais surtout, c'est un lieu où il y a des entreprises qui viennent s'établir, puis on veut qu'ils fleurissent. Donc, on ne veut pas qu'ils viennent échouer leur projet. Donc, tout ce qui est mis en place, à la base, la priorité, c'est de se dire comment est-ce que ces entreprises-là vont pouvoir faire pour grandir, pour assurer leur retraite, pour être comme valables quand ils puissent vendre. Est-ce qu'on peut faire des maillages en amont pour pouvoir s'assurer qu'il y ait un revenu, etc. Donc ça, c'était vraiment le plus important. Ensuite, ça, le deuxième pilier, c'était le territoire nourricier. C'est l'idée que la production est destinée à nourrir la population contre-cœuroise en priorité, puis par ordre d'importance, la région avoisinante, puis en dernier, le reste du Québec et ailleurs. Donc, sans nuire à la vitalité économique des entreprises, on veut qu'il y ait un focus qui soit pas fondamental au point d'empêcher la vitalité économique, mais qu'il y ait un focus qui soit intégré dans la charte du site, dans la mission de la coopérative qui va s'implanter là, pour pouvoir dire que l'alimentation à contre-cœur, c'est la priorité. Puis finalement, le projet, il se doit de respecter des critères d'agroécologie quant à l'impact des activités agricoles sur la nature, sur le site, mais en particulier sa gestion de ses eaux, ses effluents, sa relation avec la faune. C'est pas pour rien qu'on a planté les plus grandes bandes riveraines en amont du projet. On voulait quand même implanter puis imposer quelques éléments agroécologiques qui n'allaient pas nuire à la production, qui n'allaient pas nuire au fait que cette production-là allait nourrir à la population, mais qui allait atteindre des critères d'excellence en termes de production agricole agroécologique. Je vais passer à la prochaine. Par la suite, le portrait diagnostic initial, puis les consultations, comme je disais tout à l'heure, ont permis d'établir des piliers qui sont comme vraiment la grande vision, l'orientation de ce projet-là. Mais aussi, on a voulu déterminer c'est quoi qui ressortait d'abord de ce site-là. Donc, qu'est-ce qui ressortait comme opportunité, menace, écueil et tout, mais aussi qu'est-ce que la population avait à nous dire sur ce site-là. Fait que d'abord, le projet, initialement, il est vu favorablement comme intégration dans le système alimentaire local. Il est vu comme une possibilité de contribuer à la protection du terroir et en mettant en valeur les forces du territoire. C'est-à-dire qu'on a un grand site, on a un paysage de qualité, on va favoriser la résilience face au changement climatique. Ensuite de ça, cette insertion-là dans le système alimentaire local vient corriger des lacunes qui sont intrinsèques à notre système alimentaire local. Il vient s'imbriquer dans un système métropolitain de zones naturelles en conservation. Ça, c'est une de ses forces. Le portrait, il permettait de démontrer que le parc pouvait être appelé à combiner agriculture, conservation puis activité pour le public. La cohabitation entre les producteurs de grandes cultures puis de petites productions de maraîchage et d'élevage était une force, ce potentiel-là. Il y a déjà des sentiers sur le site qui permettent le passage de la machinerie agricole, mais qui ont un beau potentiel pour un autre type d'utilisation, c'est-à-dire pour les citoyens. Et on a déjà des zones boisées d'aménager, comme je disais tout à l'heure, avec nos plantations, mais il y avait aussi déjà des zones boisées. Puis en les connectant au complet, on rend l'écosystème plus stable, avec plus de services écosystémiques qui sont rendus à la fonction de l'agricole, mais au-delà aussi. Une des choses qui est à surveiller, c'est l'accès au site, puis l'interface avec la route à proximité. Ça, c'est à soigner puis à améliorer, considérant qu'on est excentré, mais aussi qu'on avait une vue d'essayer de favoriser l'accès en mobilité active et qu'on est dans une société tout à l'auto, puis qu'on va avoir besoin de faire des places de stationnement pour que les gens puissent accéder au site si on veut que les citoyens y aillent. Euh, dans les consultations, comme je disais tout à l'heure, il y a des constats qui ont émergé. Donc, on veut un parc nourricier, identitaire et multifonctionnel. On veut une offre locale, une expérience citoyenne claire, définie, puis un engagement communautaire intégré. Donc, de favoriser l'engagement des citoyens dans les activités citoyennes du site, c'était quelque chose que les gens voulaient. Une éducation, une transmission, une valorisation des producteurs puis la relève agricole. On s'est fait beaucoup demander d'intégrer des aspects de transformation alimentaire par les producteurs, mais aussi par les citoyens qui veulent des activités sur le site, qui veulent faire vivre ce site-là avec pas juste de l'événementiel, mais des activités régulières, récurrentes, quelque chose d'identitaire à leur site, puis qui leur permettent
d'apprendre et de transmettre. Ensuite de ça est venue la partie un peu plus compliquée. Lorsqu'on a parlé de gouvernance, d'aménagement du site, on est rentré dans du sérieux. Les jeunes nous ont fait valoir qu'ils voulaient une gouvernance simple. C'était complexe, les modèles. C'était lourd à comprendre. Il a fallu bien l'expliquer. On veut intégrer tous les gens dans ce projet-là, donc autant la ville que les citoyens que les producteurs. On veut que ce soit efficace sur le site, on veut que ce soit équitable, donc il n'y ait pas un producteur plus gros qui prenne le dessus dans les discussions de qu'est-ce que deviendrait la destinée de ce site-là. Et on veut que ce soit stable dans le temps, pour que ce soit périn, pour que ce site-là garde sa fonction longtemps, et aussi, comme je disais tout à l'heure, pour que les entreprises ne subissent pas des contre-coups d'instabilité et qu'on revienne au pilier le plus fondamental, qui soit rentable économiquement. On veut un aménagement concerté avec les producteurs, donc que les producteurs soient équitablement concertés et qu'ils puissent participer à la création de ce site-là, qu'ils puissent cohabiter à leur goût avec le public. Quelque chose qui est revenu souvent aussi, ça. Et finalement, on a parlé d'un des piliers qui était l'agroécologie. C'est revenu souvent par la population et par les producteurs, cette volonté-là d'en faire un site exemplaire et quelque chose d'intéressant avec une plus-value pour les producteurs. Lorsqu'on parle d'agroécologie, c'est quelque chose qui les intéresse. Finalement, euh, c'est le projet de parc agricole, si je peux faire la synthèse de tout ça, c'est un projet qui est complexe, mais, oh, j'ai encore perdu ma lumière. Ah, voilà. Qui nous force à pas avoir peur de rentrer dans cette complexité-là. Euh, c'est nécessaire d'assurer la pérennité de la fonction agricole de notre site, surtout considérant le passif qu'on a eu, qui était initialement destiné à la croissance immobilière, mais avec l'incertitude de l'avenir, on veut s'assurer qu'on pérennise l'offre alimentaire diversifiée puis locale qu'on peut offrir dans ce type de site-là. Donc, petit conseil comme ça, il faut y aller très stratégiquement, très pragmatiquement. Il faut respecter les budgets. C'est pas facile, mais il faut vraiment rentrer dans ces cases-là qu'on s'était mis initialement au début. Et surtout, on a beaucoup de monde à aller chercher pour ce projet-là. Donc, on veut montrer qu'on est dans nos compétences, la ville, qu'on respecte les bonnes pratiques pour la consultation publique, la concertation des partenaires, pour établir la confiance avec eux autres. Il faut prendre en considération les règlements en vigueur, les schémas en vigueur, les objectifs de planification territoriaux puis provinciaux pour l'aménagement du territoire, mais aussi aller chercher l'acceptabilité des partenaires qui ont peut-être des vues différentes du reste de la population, comme l'UPA, qui peuvent commencer la démarche en étant réticents, des projets hors de l'ordinaire dans une zone agricole, mais que finalement, en allant répondre à leurs incertitudes, on peut garantir que ça fonctionne et qu'on travaille ensemble pour tout faire ça. Finalement, juste parler des défis, j'ai touché dans ma présentation les défis. On voulait des baux plus long terme pour le financement. C'est pas facile le financement pour les producteurs, c'est pas facile le financement pour les villes puis les organismes. Donc, on veut vraiment mettre toutes nos chances de notre côté pour aller chercher ce financement-là, même s'il est cloisonné dans ses sources. En ayant plusieurs intervenants, ça permet de mettre beaucoup de force autour de cette recherche de financement-là. Et finalement, ça rend difficile cette complexité-là que j'ai mentionnée tout à l'heure, de faire cadrer la participation de toutes les parties prenantes ensemble. Euh, Quand on demande à la population qu'est-ce qu'ils veulent, on entend souvent que la population veut être consultée. Ils veulent qu'à chaque étape, on leur demande leur opinion, mais aussi on veut que ce soit simple et efficace. Puis la simplicité et l'efficacité dans ce type de projet-là, des fois, ça vient avec un mode de décision moins démocratique, donc avec moins de concertation puis de consultation. Donc, il y a comme un peu un paradoxe à cet effet-là. On veut que ce soit simple, efficace, mais en même temps, on veut aller être consulté à tout moment. Donc, c'était mes critiques puis mes balises là, de ce processus-là, en gros, pour l'instant. Fait que je vous remercie du temps accordé. Je vois que j'ai déjà dépassé, donc je cède la parole à Chantal. Merci de m'avoir écouté. Oui, ben, un grand merci, Joël, entre autres d'avoir osé aborder cette complexité, puis aussi pour ton très, très riche partage aujourd'hui d'expérience. Maintenant, je vais vous inviter
à mettre la lunette de l'approche urbanistique. C'est ce qui a permis de rendre le concept de parc un peu plus concret. L'idée de parc agricole n'était pas si facile à imaginer pour bon nombre de personnes. Et le fait de l'illustrer a permis un peu d'aider les gens à se projeter dans le parc. Alors, sur ces mots, je vous laisserai aux soins de Valérie qui va vous expliquer un peu notre processus par rapport à cette étape-là. À toi la parole, Valérie. Merci Chantal. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait, je vais juste placer mes notes comme il faut. Donc, Chantal, tu l'as dit, je vais maintenant vous parler d'aménagement. Donc, c'est un angle d'analyse puis de conception qui avait peut-être été un peu moins exploré là, dans la réflexion sur le parc agricole de Contrecœur avant la dernière année. Donc, moi, je suis arrivée dans ce projet-là avec un regard plutôt urbanistique. Puis, mon objectif, c'était à la fois de mieux comprendre comment le territoire dans lequel le parc s'inscrit influence le parc agricole, puis comment le parc agricole peut aussi à son tour influencer son territoire. Et tu le disais, Chantal, de rendre aussi un peu plus concrète là, cette idée-là de parc agricole. Donc, à quoi ça ressemble, quelle forme ça peut prendre. Je vous dis que je suis arrivée avec une nouvelle lunette au projet, mais de l'autre côté, la dernière année, ça m'a aussi amené à travailler avec des partenaires et des collègues là, qui avaient des expertises super variées en agriculture, en agronomie, en gouvernance, en mobilisation. Donc, ça aussi, c'est venu enrichir ma façon de concevoir le parc agricole. Donc, concrètement, cette démarche qui adoptait un regard urbanistique, elle s'est déclinée en 3 étapes. Donc, d'abord, de réaliser un portrait diagnostique qui considère le parc agricole comme une composante à part entière de son territoire. Ensuite, d'élaborer une vision pour le devenir souhaitable du parc agricole. Et finalement, d'imaginer un concept d'aménagement qui tient compte de sa multifonctionnalité puis de son ancrage dans le territoire. Ça a été nourri, cette démarche-là, par nos analyses, évidemment, par notre travail de conception, mais aussi en grande partie par l'implication d'autres parties prenantes qui ont été nommées au fil des présentations aujourd'hui, là, donc des comités de travail et de partenaires, puis aussi 2 consultations publiques réalisées dans la dernière année. Je vais passer à travers les 3 étapes que je viens de vous présenter ici là, de manière un peu plus théorique, dans un processus que vous pourriez aussi appliquer dans votre propre contexte, puis ensuite je vais tenter de l'illustrer au fur et à mesure, en fait, à partir de certains aspects du Code contre-cœur. Donc, d'abord, on a fait un portrait diagnostic pour comprendre l'état actuel du site, en fait, et de son contexte, puis venir déterminer les enjeux. Donc, pour vous guider dans le processus, voici quelques questions qui nous ont semblé essentielles de se poser là, pour comprendre le rôle du parc agricole sur le territoire et dans son système alimentaire territorial. Évidemment, la première question, c'est quelles composantes est-ce qu'on retrouve actuellement dans les limites du parc ou à proximité? Vous voyez ici une série d'exemples de variables qu'on a pu intégrer à l'analyse. Je ne passerai pas à travers chacune d'entre elles, mais vous voyez qu'il y a des variables de nature plus agricole, d'autres de nature plus écologique ou urbanistique. Donc, à titre d'exemple, on s'est autant demandé c'est quoi les cultures en place actuellement sur le site, mais aussi c'est quoi les terrains à proximité, à qui ils appartiennent, comment ils sont utilisés actuellement. On a aussi cherché à situer ce parc agricole-là sur le territoire pour comprendre dans quel réseau il s'inscrit, notamment dans son territoire agricole, mais aussi par rapport au milieu de vie de Contrecœur et dans son réseau écologique. Parmi les autres questions qu'on s'est posées, il y avait la question de l'état du territoire agricole et du système alimentaire. Donc, on a analysé différentes variables que vous voyez ici, autant à l'échelle du terrain qu'à l'échelle du territoire agricole de Contrecœur ou même du système alimentaire local et régional. Et finalement, on s'est intéressé à l'accès au parc agricole, plus particulièrement par les modes de déplacement actifs et collectifs, donc à la fois depuis Contrecœur, mais aussi depuis sa région, parce qu'on se souvient que c'est un parc agricole métropolitain. Ces analyses-là, ils ont mené à un portrait du parc agricole et à l'identification d'enjeux prioritaires. Donc, je vous en soumets un extrait ici, là, c'est seulement un titre d'exemple. Et l'extrait que j'ai choisi, en fait, c'est la question du parcours en mobilité depuis le cœur de ville jusqu'au parc agricole. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que le parc agricole de Contrecœur, il est extrêmement bien situé. Donc, pour vous donner une idée, il est à environ 1,7 km du cœur de ville, donc relativement accessible. Mais ceci dit, il est séparé des milieux de vie de Contrecœur par 2 barrières notables. La première, elle est physique et elle est énorme, là, c'est l'autoroute 30. Et la deuxième, c'est une barrière à la fois physique et psychologique. Puis ça, c'est lors des consultations publiques que cette barrière-là a émergé davantage. C'est la voie ferrée. Par ailleurs, vous le voyez avec les traits verts ici, on a un réseau cyclable qui semble en apparence relativement intéressant. Mais dans l'analyse qu'on en a fait, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quelqu'un qui souhaiterait aller du cœur de ville jusqu'au parc agricole est quand même confronté à certains défis parce que ce parcours-là, notamment pour les cyclistes, n'est pas nécessairement continu. Donc, les infrastructures ne sont pas toujours reliées les unes aux autres. Leur qualité aussi est assez changeante.
Puis il y a certaines tronçons aussi où il n'y a tout simplement pas d'infrastructure. Donc, c'est quand même un parcours du combattant si on souhaite se rendre jusqu'au parc agricole par des modes actifs. Et on l'a entendu en consultation publique, c'est important pour les gens de Contrecœur de pouvoir se rendre là-bas autrement qu'en voiture. Donc, finalement, cette analyse-là nous a permis de faire émerger comme un des enjeux prioritaires l'accessibilité physique du parc agricole, puis ça a été intégré évidemment dans la réflexion après sur le concept d'aménagement. Généralement, avant de se lancer dans la conception donc, du concept d'aménagement, on gagne un peu à préciser son idée à travers une vision du projet. Pavel vous en a parlé tout à l'heure là, de l'importance d'avoir une vision concertée. Et dans le travail, en fait, sur le projet à Contrecœur, on s'est rendu compte que c'était essentiel de prendre un moment pour en discuter de manière plus explicite de cette vision-là, parce que ça allait avoir un impact direct sur la façon de travailler après sur le concept d'aménagement. Puis avec le recul, je me rends compte qu'il y a deux dimensions qui ont été particulièrement cruciales de clarifier. C'est des dimensions que je vous soumets parce que ce serait peut-être crucial aussi dans votre propre réflexion si vous avez un projet de parc agricole. C'est d'abord la question de l'ouverture du parc au public. Donc, dans les exemples que Pavel vous présentait tout à l'heure, c'est pas tous les parcs agricoles qui étaient ouverts au public. Donc, est-ce que oui ou non, on souhaite que le public y ait accès? Et la deuxième question, c'est ben, quelles fonctions ce parc-là devrait-il pouvoir supporter? Lesquelles sont les plus prioritaires? À Contrecœur, on a abouti à une vision qui ressemble essentiellement à celle-ci, c'est-à-dire qu'on parle d'un projet nourricier, rassembleur, novateur, qui est conçu avec et pour la communauté, qui favorise les liens entre citoyens, producteurs et transformateurs dans une perspective durable, éducative et inclusive. Donc, il n'y a aucun des mots que je vous dis ici qui devrait vous surprendre. On les entend depuis tout à l'heure dans la bouche de tous nos intervenants. Sur la base de cette vision-là, on en est arrivé ensuite à l'étape du concept d'aménagement. Donc, à terme, l'aménagement du site, ça inclut, entre autres, l'aménagement des parcelles agricoles, l'implantation d'infrastructures agricoles et écologiques, tout un travail d'aménagement paysager aussi. Donc, il y a une foule d'expertises qui vont devoir être convoquées à l'avenir pour préciser certains aménagements. Je pense à l'expertise d'agronomes, de biologistes, d'architectes paysagistes également. Donc, moi, je suis arrivée avec un angle plutôt urbanistique, un peu plus high level, et je me suis surtout intéressée en fait au plan d'ensemble du site. Donc, quel secteur du site devrait être dédié à quelle fonction, dans quelle proportion. Et je me suis aussi intéressée aux éléments qui relevaient de la présence du public sur le site. Notamment, je me suis questionnée sur les interfaces du parc avec le rang du ruisseau qui y fait face, sur les points d'entrée les plus stratégiques pour avoir accès au parc, sur la localisation d'un potentiel pavillon d'accueil. On a analysé en fait différents scénarios à ce niveau-là. On s'est intéressé aussi à l'expérience du public sur le site, les différentes façons que le public aurait d'interagir avec les activités agricoles. Évidemment, puis ça a été nommé à plusieurs reprises, on s'est intéressé à l'enjeu de la cohabitation entre la fonction agricole et la présence du public, que ce soit pour des questions de sécurité du public, parce qu'il y aurait de la machinerie agricole, par exemple, avec laquelle il devrait cohabiter, ou que ce soit pour la question de la sécurité des récoltes, parce qu'un public mal informé pourrait aussi nuire aux activités agricoles dans une certaine mesure. Donc, il y avait tout un enjeu ici à gérer. Et finalement, on s'est intéressé à l'aménagement des parcours actifs du cœur de ville vers le parc agricole. La réflexion, donc, à Contrecœur, s'est traduite d'abord par un plan d'ensemble que je présente ici. Donc, ce qu'on y voit d'abord, c'est que le site est dans sa vaste majorité réservé aux agriculteurs et agricultrices qui peuvent y pratiquer là, une diversité de types de cultures. Donc, ça peut aller du maraîchage à la myco-sylviculture, par exemple. Donc, tout ce que vous voyez ici en doré, en fait, ce sont des secteurs qui sont réservés à la pratique des agriculteurs et des agricultrices. Mais on a aussi prévu un secteur citoyen nourricier. Donc, c'est-à-dire qui reste axé sur des fonctions nourricières, mais qui sont plus proches du public. Donc, on peut penser à des parcelles partagées ou solidaires, on peut penser à une forêt nourricière ou à de l'autocueillette, par exemple. Et là, ça, c'est toutes les zones que vous voyez en turquoise qui sont les plus proches, finalement, du rang du ruisseau et ultimement du lien vers les milieux de vie de Contrecœur. On a également prévu 2 points d'entrée et un pavillon d'accueil qui seraient à terme, au fil des années, implantés dans les portions citoyennes et qui seraient reliés par un sentier multifonctionnel qui parcourt essentiellement le premier tiers du parc agricole. Donc, en fait, le sentier multifonctionnel permettrait de rejoindre les secteurs citoyens nourriciers, traverser une partie du secteur agricole et passer aussi dans le boisé qu'on retrouve en plein cœur du parc. L'accès à ce sentier multifonctionnel-là, d'ailleurs, était au cœur de la réflexion sur la cohabitation. Puis la solution avec laquelle on est arrivé, c'est d'avoir une espèce de modulation dans l'espace et dans le temps de l'accès par le public au site. C'est-à-dire qu'il y a des portions du sentier, donc les portions qui sont dans les secteurs citoyens nourriciers, qui sont accessibles en tout temps. Mais le sentier qui parcourt vraiment le secteur agricole, lui,
serait partiellement ouvert au public, c'est-à-dire que ce serait à établir avec les agriculteurs et agricultrices c'est quoi les meilleurs moments pour le rendre accessible et c'est quoi les moments où on aurait besoin qu'il soit fermé parce que ça faciliterait finalement nos activités agricoles. Le travail s'est aussi traduit par des visuels à hauteur de yeux pour mieux comprendre l'expérience, les ambiances sur le site. C'est des visuels qui ont été réalisés par ma collègue Lila Gillespie-Cloutier. Donc, on voit ici, par exemple, à quoi pourrait ressembler un des points d'entrée sur le parc agricole. Donc, ce que vous voyez, c'est une entrée distinctive avec des aménagements essentiels pour les gens qui y arrivent en vélo ou à pied, donc un support à vélo, un banc. On voit aussi un kiosque de vente à proximité de la rue, donc où les gens peuvent s'arrêter acheter des légumes et des fruits, là, que ce soit des gens qui soient sur le parc agricole ou des gens qui passaient par le rang du ruisseau, par exemple. Et on voit aussi le début du sentier qui est accessible au public. Sur cette image-ci que j'apprécie particulièrement, on voit l'expérience du public quand on circule dans le parc. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est un sentier multifonctionnel qui parcourt le secteur agricole, qui donne à voir là, une diversité de types de cultures. On voit des composantes agroécologiques comme des haies brise-vent. Tout le long du parcours aussi, on avait cette idée d'implanter en fait des installations artistiques qui étaient intégrées à même les équipements agricoles. Donc, le lien entre culture et agriculture est beaucoup ressorti aussi dans la consultation publique. Et finalement, on voit une des façons que le public pourrait avoir d'interagir avec les agriculteurs et agricultrices. Donc ici, c'est une démonstration agricole qu'on voit là, sur la droite. Donc pour conclure, j'ai le goût de vous partager ce que ça a pu changer en fait concrètement l'approche urbanistique dans la réflexion sur le parc agricole à Contrecœur. Le premier élément, c'est qu'on a considéré de manière peut-être plus distincte, mais aussi croisée, ce qui relevait de la fonction sociale versus ce qui relevait de la fonction agricole pour s'assurer de faire des recommandations qui soient adaptées à chaque type d'utilisateur, utilisatrice. Puis l'exemple le plus probant là-dessus, c'est peut-être la question de la localisation du pavillon d'accueil. Donc en fait, comme le pavillon d'accueil, c'est en grande partie une infrastructure qui est orientée vers le public, on est un peu venu redéfinir c'est quoi nos critères de localisation. Puis on a beaucoup misé finalement sur son accès le plus facile, le plus intuitif pour le public. Dans une même veine, tout en assumant que le site était ouvert au public, le travail a permis de peut-être re-questionner une potentielle vocation récréo-touristique au site. Donc, en fait, on est venu établir qu'a priori, toutes les activités réalisées sur le site visent à concrétiser ou à mettre en valeur sa fonction nourricière, sa fonction agricole. Donc, c'est pas un parc récréo-touristique comme un autre parc ou un autre espace vert pourrait l'être. C'est vraiment axé d'abord et avant tout sur sa fonction nourricière. Ensuite, l'approche urbanistique, elle a aussi permis de sortir des limites du site dans la réflexion. Donc, d'une part, on a pu analyser les parcours de déplacement là, des milieux de vie vers le parc agricole, puis on a pu faire des recommandations de réaménagement pour créer des parcours plus sécuritaires, plus agréables vers le parc. Puis d'autre part, on a aussi amené la ville et les partenaires à considérer d'autres terrains à proximité du parc agricole pour accueillir certains de ces équipements, puis au final mieux subvenir aux besoins du parc agricole. Et notamment, ça a permis d'engager certaines discussions sur l'optimisation de terrains municipaux qu'on retrouvait à proximité. Donc, finalement, ça a été un outil de dialogue avec les autres équipes de la ville de Contrecœur. Donc, bref, l'approche urbanistique, ça a permis de nourrir activement la réflexion sur le parc vers quelque chose de plus concret. Ça a permis aussi de faire tomber certaines œillères pour trouver des stratégies qui soient pertinentes pour le succès du parc agricole. Voilà. Ben, un grand merci, Valérie, de nous avoir, dans le fond, donné un aperçu de l'expérience de l'approche urbanistique et aussi de la balade dans le parc, future balade. Je vais maintenant donner la parole à Florence pour le mot de la fin, juste avant la période des questions. Son regard externe, qui est plus macro, va apporter des considérations qui sont nécessaires pour la viabilité d'un tel projet. Alors, à toi la parole, Florence. Oui, voilà, Oui, qui remplace Laurence. parfait. Est-ce que vous voyez bien? Oui, maintenant on voit. Oui, merveilleux. Ben, merci beaucoup, Chantal, et merci pour l'invitation à participer aujourd'hui. C'est super intéressant. Puis ce qu'on vient d'entendre là, avec Vivre en ville, puis l'équipe de Contrecœur, c'est très parlant. On voit bien que le parc agricole, c'est pas seulement un projet agricole ou d'aménagement, c'est vraiment un projet qui est systémique. Et c'est précisément là que le lien avec les systèmes alimentaires territoriaux, là, que nous on appelle les SAT, devient évident. Le Forum SAT, c'est une démarche de mobilisation, de concertation des acteurs, des actrices des systèmes alimentaires territoriaux du Québec. Nos membres, ils proviennent de toutes les régions du Québec, puis de tous les secteurs en agriculture et en alimentation. Je vais revenir un peu plus loin là, sur notre rôle là, au Forum SAT en tant que démarche provinciale, mais vous voyez là, qu'on a travaillé dans les dernières années sur la mission, la vision, puis on a une nouvelle planification stratégique là, pour les 5 prochaines années là,
qui est amorcé là, cette année. Fait que vous voyez un peu les mandats, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour l'instant, je voulais prendre le temps de vous présenter brièvement qu'est-ce que c'est un SAT. Alors, avec des partenaires qui participent, là, qui font partie de la démarche du Forum SAT, on est venu à cette définition-là de qu'est-ce que c'est un SAT. C'est un ensemble d'activités, d'acteurs qui sont liés à la production, la transformation, la distribution, la consommation, le transport et la gestion des matières résiduelles sur un territoire donné avec un objectif clair, soit de renforcer l'autonomie et la sécurité alimentaire dans une perspective de transition sociale et écologique, mais aussi portée par une gouvernance qui est collaborative. On a évoqué plusieurs éléments de ça là, tout au long de la présentation. Puis c'est là justement que quand on regarde le projet de Contrecœur, à travers cette lunette-là des SAT, on voit plusieurs choses. On voit qu'il y a une volonté de protéger la fonction agricole du territoire. Euh, on voit qu'on souhaite ancrer la production dans les besoins locaux, de structurer des débouchés, de mutualiser des ressources, d'intégrer des fonctions sociales, éducatives, écologiques à ce territoire-là, et de bâtir tout ça avec une gouvernance qui est partagée. Autrement dit, on voit on voit une partie du système alimentaire du territoire en train de se structurer. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le parc ne fonctionne pas comme un vase clos. Il prend sens parce qu'il est inscrit dans un plan de développement de communautés nourricières, une planification territoriale. Il s'inscrit dans des discussions avec l'UPA, avec les différentes institutions, dans une réflexion sur la gouvernance foncière. Il y a plusieurs éléments là, vraiment qui ont été nommés là, par les intervenants juste avant. Bon. Autrement dit, le parc se connecte à différents secteurs, acteurs, leviers. C'est exactement ce que l'on observe partout au Québec dans les démarches des systèmes alimentaires territoriaux. La résilience ne vient pas d'un projet isolé, mais du maillage entre différents projets. C'est ce qu'on observe avec le parc Contrecœur. Un parc agricole peut éventuellement se connecter aussi au marché public, aux politiques d'achat institutionnels, aux stratégies de sécurité alimentaire de la communauté, au plan d'aménagement, on vient de le voir, aux initiatives de transformation et de mutualisation et bien d'autres. Ce sont ces maillages-là, ces liens-là entre les différents projets qui créent la solidité, la fameuse résilience qu'on parle souvent. Maintenant, si on prend un pas de recul provincial, bien, c'est partout au Québec, dans des municipalités, des MRC, des régions, des collectifs citoyens qui s'engagent dans des démarches nourricières. Plusieurs réfléchissent à des outils qui sont structurants, comme les parcs agricoles qu'on a vus aujourd'hui, la mutualisation, les fiducies foncières, la production solidaire, l'alimentation de proximité, les circuits courts, etc. Mais on observe une chose aussi, c'est que ces projets-là sont exigeants. Ils demandent énormément de temps, de la confiance, de créer des liens de confiance entre les différents intervenants, des ressources humaines stables, des financements adaptés à la complexité et une capacité à naviguer entre plusieurs cadres réglementaires, ça a été évoqué par Joël tantôt. Fait que c'est pas des projets qui sont linéaires. C'est des projets qui visent à une transformation, puis qui doivent être viables. Ils ont besoin d'avoir des alliés à différentes échelles. Chaque palier de gouvernance a un rôle à jouer, les municipalités, les MRC, les régions, mais le provincial aussi peut créer des conditions qui sont favorables, l'arrimage dans les programmes, le soutien financier qui soit cohérent, la reconnaissance des approches qui sont territorialisées. C'est là que des espaces ou des démarches comme le Forum SAT à l'échelle provinciale peut intervenir. Parce que notre rôle, nous, ce n'est pas de porter ces projets-là à la place des territoires, mais c'est plutôt peut-être de favoriser, de créer des espaces pour les rassembler, les gens qui ont différents projets à l'échelle des territoires, de faire circuler les apprentissages, de documenter les bonnes pratiques et les verrous, de relier les initiatives entre elles, les régions, de porter une voix collective auprès des instances publiques entre autres. Puis là, ben, on voit dans la diapositive un mémoire qu'on a déposé là, il y a quelques semaines, un mémoire prébudgétaire qui, collectivement, on a identifié des recommandations prioritaires pour soutenir les systèmes alimentaires à l'échelle territoriale.
Parce que quand plusieurs territoires vivent les mêmes enjeux, mais on n'appelle plus ça des enjeux qui sont locaux, mais on appelle ça des enjeux qui sont structurels, qui sont systémiques. Alors, le Forum SAP peut jouer ce rôle-là à l'échelle euh, provinciale et dans les dialogues avec les ministères et les instances publiques. Fait que pour conclure, les parcs agricoles, c'est des projets qui sont ambitieux. Ils obligent à sortir des silos, mais cette complexité-là, c'est pas un problème. Même si c'est exigeant, puis on l'a nommé à plusieurs reprises aujourd'hui, mais elle est le reflet de la réalité des systèmes alimentaires. C'est comme ça qu'il y en a une diversité d'acteurs, il y a cette complexité-là sur le terrain, sur les territoires. Mais si on veut que les territoires soient réellement nourriciers, résilients, équitables, ben, il faut multiplier ce type d'initiatives-là qui sont structurantes et aussi les relier entre elles. Félicitations vraiment là, pour tout le travail accompli puis votre vision. Je vous invite à aller voir notre site web pour en savoir plus sur le Forum SAP, vous abonner à notre infolette puis devenir membre de la démarche si c'est pertinent pour vous. Pour nous, c'est important qu'on se connecte, qu'on apprenne à se connaître, à se reconnaître dans ces différents projets-là. Alors, faire partie du mouvement des SAT, bien, ça peut permettre là, de vous connecter à des projets qui sont structurants comme le vôtre, mais ailleurs au Québec. Merci beaucoup. Un grand merci, Florence. Puis en effet, c'est un mouvement hyper important parce que tu l'as dit, on vit parfois les mêmes enjeux, puis c'est important de l'aborder tout le monde ensemble. Donc, merci aussi énormément à tous nos intervenants. Aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je suis vraiment contente. On va maintenant passer à la période des questions. On a quelques questions. Et puis, n'hésitez pas à en rajouter au besoin. On va surveiller le fameux chat. Alors, une question avait été, puis ça, on l'entend souvent ailleurs au Québec aussi, c'est difficile d'avoir les producteurs dans les consultations, puis dans les concertations, hein. Leur charge de travail, les aspects financiers aussi, c'est pas évident pour eux. Est-ce que ça a été un enjeu pour vous de votre côté? Puis vous pouvez prendre la parole là, quand ça va, vous allez être inspiré là, l'un ou l'autre. Puis est-ce que vous avez des pistes de solutions à partager à nos auditeurs? Je vous inviterai à ouvrir vos micros librement, là. Si tu me permets, Laurie, je vais tenter d'aborder la réponse, puis tu compléteras au besoin, considérant que tu es bonne à rejoindre les gens, justement, donc c'est possible que... Ben, en fait, tu sais, les producteurs agricoles, effectivement, en pleine saison surtout, sont débordés. Très difficile de leur rajouter des tâches de concertation. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est ressorti aussi pour le parc agricole, qui va porter à se questionner là, sur le type de gouvernance, sur la capacité des producteurs à s'intégrer dans la concertation pour la gouvernance du site, une fois le projet créé. Mais en amont, les producteurs qui sont déjà là sur le site et ceux qui sont environnants, ils ont été très participants, tu sais, autant qu'il y en avait qui étaient vocalement pour, qu'il y en avait qui étaient vocalement contre. Il y avait quand même cet intérêt de participer initial. Euh, Là, il a fallu être bon diplomate, puis en premier lieu, lui présenter la vision du projet. C'était quelque chose qui était très important pour nous de dire, ben, regarde, il y a des piliers à ce projet-là, on a écouté les gens, c'est ça qu'ils veulent, mais aussi on va vous écouter les producteurs, puis vous êtes les premiers à avoir un mot à dire sur ce projet-là. On n'est pas là pour mettre personne dehors, on est là pour expliquer qu'est-ce que la population veut, puis ensuite de ça, de trouver une façon que les producteurs y trouvent leur compte. C'est en prenant vraiment le temps de réexpliquer ce point-là, puis de les écouter correctement, puis de répondre à leurs questionnements qu'on a réussi à les rejoindre. Euh, il y avait des questions qu'on n'avait pas de réponse pendant le développement. Puis on leur a dit, c'est pour ça que c'est important de participer en ce moment, parce qu'on veut vous entendre, les producteurs. C'est vous qui avez comme la voix la plus pertinente sur qu'est-ce qui va se passer sur ce site-là, parce que c'est vous qui allez nous aider à éclaircir les points que dans l'expérience concrète de ce type de projet-là, vous ayez pu en vivre des écueils auparavant dans votre expérience de producteur, puis dire, hey, faites attention à ça, ça se peut que ça arrive. Fait que c'était vraiment de les écouter, de dire, vous êtes les premiers là, à être impliqués dans ce projet-là, on veut vous mettre au centre, puis ultimement,
de créer une forme de gouvernance où ce que c'est les producteurs qui vont être mis en avant pour la prise de décision sur ça va être quoi la destinée puis la fonction du site. Mhm. Ça a vraiment été les chercher. Ça les a Mhm. vraiment convaincus de participer puis de dire, Hey, regarde, dès le jour 1, je peux mettre mon épaule à la roue pour faire de ce projet-là quelque chose qui va me ressembler. C'est vraiment cool, ça. Puis ça les a aidés à. Même ceux qui étaient contre au projet, finalement, Mhm. on a réussi à les tasser vers soit neutre ou même positif, puis de construire avec nous. Puis ça, c'était notre partie importante pour nous. Mhm. Donc, beaucoup de communication, de transparence, d'ouverture à leur part, un peu leurs inquiétudes. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à rajouter là-dessus? Ben, je pense que ceux qui étaient déjà impliqués sur le projet de parc agricole, donc qui ont déjà un projet, un projet agricole dans le parc, euh, ils ont effectivement démontré une belle ouverture. Tu sais, au début, il fallait taper un peu sur le clou de oui, mais c'est pour ça qu'on fait des consultations. Venez Mhm. vous exprimer dans ces consultations-là. Je Mhm. pense que c'est important dans le calendrier de prévoir les périodes de pointe pour ces gens-là pour Mhm. favoriser leur participation. Donc, nos Ouais. deux grosses consultations publiques étaient en novembre et en février. Donc, c'est quand même une période qui est moins achalandée un peu pour eux. Je suis pas sûre qu'on aurait eu le même succès en plein mois d'août, là. Là où il y a encore place à l'amélioration, c'est qu'on aurait aimé avoir davantage de gens qui sont peut-être issus de la relève agricole et qui se cherchent un projet, un espace en fait, et auquel peut-être le projet de parc agricole aurait pu répondre à leurs besoins et donc avoir un peu leur avis de qu'est-ce qui faciliterait votre arrivée sur notre projet, qu'est-ce qui serait des barrières. Je pense qu'il y a cet aspect-là qu'on aimerait davantage développer. On a pris contact, par exemple, avec la Fédération de la relève agricole du Québec. J'espère que je ne massacre pas leur nom, là, mais donc ça, c'est un petit aspect là, qu'on aimerait encore travailler, qui n'est pas encore parfaitement au point. Mais on a quand même eu aussi des agriculteurs qui ne sont pas sur le projet de parc agricole, mais qui sont à contre-cœur ou environnants, puis qui étaient un peu intrigués par ce projet-là, puis qui voulaient en savoir un peu plus. Même que je pense qu'on va réussir à en avoir un, à le ramener vers Contrecœur, là, qui n'était pas dans notre communauté, mais qui l'envisage peut-être là, de venir sur le projet de parc agricole. Là, donc, c'est positif. Mhm. Ben, merci. Puis en continuant sur les agriculteurs un peu, ça m'amène à une question peut-être au niveau, Valérie, toi, la place des agriculteurs puis agricultrices dans le travail sur le concept d'aménagement, ce serait quoi en quelques mots? Oui, ben, c'est une bonne question. En fait, puis je l'ai un peu dit, là, mais les agriculteurs et agricultrices qui sont déjà en location sur le site, qui ont eu l'occasion de participer depuis un an, autant pour tes diagnostic qu'au travail de conception. Donc, on a fait une visite terrain avec, puis là, je pense que c'est Bernard qui était là à l'époque, là, Bernard Tocou, dont Laurie parlait tout à l'heure, qui a fait la visite terrain avec nous, qui a été aussi à une des consultations publiques. Je pense aussi à Cynthia et à Steve qui ont participé très activement au comité de travail, qui ont été aussi sur les consultations publiques. Puis là, Cynthia et Steve, je veux nommer leur entreprise parce que j'adore leur nom. Ils travaillent chez Sédentaire, donc un excellent Ah. une entreprise agricole. Donc, ils ont fait partie de la réflexion, ils nous ont orientés aussi dans notre travail. Puis, ultimement, si vous l'avez vu, le concept d'aménagement qu'on propose, ça reste des grandes lignes. Mais après, il y a encore des détails plus fins qui sont à venir préciser. Et je pense notamment à la question de la localisation des équipements agricoles ou l'aménagement des parcelles. Puis ça, nécessairement, ça va devoir être fait avec les agriculteurs et agricultrices à terme. Donc, nous, ce qu'on peut faire avec le concept d'aménagement, c'est offrir ces grandes lignes-là, offrir des paramètres pour guider la prise de décision au moment où on va choisir Mhm. où est-ce qu'on implante les équipements agricoles, mais il y a encore plein de choses qui sont à dessiner avec eux. Donc, ils vont devoir faire partie de la réflexion, en fait. Puis en parlant de critères, est-ce que le concept de parc agricole métropolitain est encadré par des critères ou des paramètres, là, J'imagine que est-ce que c'est par la rapport à la CMM nature métropolitaine de la chose, puis là, je me renverrai peut-être à Joël sur cette Oui, question-là. on demande, est-ce que la communauté métropolitaine de Montréal est partenaire de la démarche? Ouais, j'étais pour dire Pavel serait le meilleur candidat pour expliquer c'est quoi les critères et les paramètres d'encadrement de concept de parc agricole, mais je peux tout de suite vous dire que non, on n'a pas eu de partenariat initial de développer avec la CMM. On a tenté de le faire. Donc, si je peux envoyer encore une bouée, on est toujours intéressé, la CMM, à participer Mhm. avec vous. On aimerait que vous nous remarquiez. Non, on a été chercher du partenariat ailleurs.
Puis on a fait la plupart des choses localement, donc il n'y a pas non plus de critères de conception de ce qui serait un parc agricole métropolitain a priori. Il a fallu développer ça justement avec, à la base, le défrichage fait par le CISA, puis avec la vision analytique de Vivre en ville et de nos autres partenaires de vraiment comme s'aligner sur c'est quoi qui fait un parc agricole. Euh, puis voilà. Très intéressant. Puis il y a une autre question qui nous demande quelles sont des sources de financement de programmes qui seraient disponibles. Puis est-ce que c'est des obstacles à l'avancement de l'initiative, du projet, là, ce fameux financement? Oui, oui, ça peut être un obstacle. Nous, on a été très chanceux parce que sur le comité PDCN, on a, comme Laurie mentionnait tout à l'heure, des intervenants de toutes zones. Et parmi nos partenaires, on a entre autres le MAPAC qui est autour de la table, qui ont été d'une grande aide à nous rediriger vers leur programme de financement. Dans ce cas-ci, ce qui a soutenu la démarche qu'on est en train de discuter aujourd'hui, c'est le programme de développement territorial et sectoriel, volet 2 qui a financé justement tout ça. On est une petite ville de 10 000 habitants, on n'aurait jamais pu financer ça par nous-mêmes. Ça aurait été tout un coup de dé de faire ça sans soutien. Puis on a eu la grande chance d'avoir un excellent leadership dans le comité PDCN qui a mené à ce travail de synergie entre la ville et ses partenaires, qui a permis d'aller chercher ce financement-là. Donc, on a été chercher de l'argent par le PDTS. Pour ceux qui se demandent où aller chercher de l'argent pour des projets similaires, probablement que les gens autour de la table ont tous des éléments de réponse. Moi, ce que je peux avancer en amont, c'est ce financement-là qu'on a été chercher. Il y a des partenaires privés qui peuvent exister sur les territoires. Si vous avez la chance d'en avoir, je vous conseille d'aller tenter d'ouvrir la démarche avec eux autres. Par exemple, nous, on a fait des démarches avec le port de Montréal. On est très chanceux de les avoir sur notre territoire pour soutenir ce type de projet-là. Mais aussi, les MRC sont en contact avec les ministères pour le Fonds Ruralité et Région. Il est possible qu'il y ait de l'argent là-dedans. Je sais qu'il y a des motels agricoles au Québec qui ont été chercher de l'argent dans le projet, dans le programme Signature, je crois, du gouvernement. Donc, c'est un travail qui n'est pas de Des tout repos, là. montages, des Ouais. montages financiers, saisir les opportunités lorsqu'elles passent. On arrive vers la fin, on va devoir tranquillement aller vers la fin. Il y avait une question qui parlait au niveau de la rediffusion. Notre intention, c'est de rediffuser ce webinaire-là, de le rendre disponible. Ça va être sur notre site Carrefour à Vivre en Ville, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Donc, je dois maintenant mettre fin à la période des questions. C'est tout le temps qu'on a. Mais merci à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, hein, les auditeurs, nos intervenants. Je retiens une chose importante aussi, c'est qu'il y a une bougie d'allumage pour ce projet, puis ça a été une démarche nourricière locale. Puis elle continue par ailleurs à contribuer à la culture d'ouverture, de la mobilisation, donner du sens au projet de parc. Notre équipe sectorielle, hein, pas multifonctionnelle, mais multisectorielle chez Vivre en Ville, on accompagne depuis de nombreuses années là, beaucoup de municipalités, hein, plus de 300, des MRC, des partenaires. Euh, on est prêt maintenant à aller plus loin et soutenir des projets ambitieux, transversaux comme celui-ci. Dans le contexte de restrictions de pénurie de main-d'œuvre en ce moment, on croit que la multiplication de milieux de vie complets partout au Québec passe effectivement par la collaboration comme ça, la multifonctionnalité, le regroupement de nos forces. Donc, merci infiniment à tout le monde, c'est-à-dire Laurie, Joël, Florence, Valérie, Pavol, pour vos présentations très inspirantes. Avant de vous quitter, j'aimerais aussi, en fait, remercier nos bailleurs de fonds et j'aimerais vous partager tout ça dans l'instant. Alors, si ce projet a été possible, c'est grâce à la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre de la politique de prévention en santé et aussi grâce à notre partenaire de programmation annuelle Hydro-Québec.
Et là-dessus, j'aimerais également vous mentionner que nous avons très prochainement une activité vraiment intéressante. C'est les 10e édition des rendez-vous collectivités viables de Vivre en Ville. On va s'intéresser à l'adaptation climatique des milieux de vie et aux questions d'équité. Donc, en ce moment, c'est les tarifatifs. Donc, je vous invite à aller découvrir tout ça. Et je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne fin d'après-midi, tout le monde, et au plaisir de vous croiser.